restez patients. Sinon, ça va bien tout le monde, le confinement, ça se passe. On est là pour vous divertir aujourd'hui, hein? Donc, si vous avez des questions en passant pendant la vidéo, je vais le répéter tout à l'heure, là, mais au fur et à mesure que la vidéo a lieu, si vous avez des questionnements par rapport à Éducazou, à l'animal que je vous présente, ben, vous êtes invités à le faire. J'ai Joanie, ma collègue, qui va me lire vos questions pour que je puisse répondre en temps et lieu. S'il y a des questions auxquelles on ne répond pas, on va vous répondre par Facebook écrit. Donc, c'est vraiment pas un problème. Donc, on y va de l'avant avec la vidéo. Donc, super! Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom, c'est Roxane. Je suis biologiste chez Éducazou depuis presque 7 ans. Et aujourd'hui, c'est moi qui ai l'honneur de faire la première capsule live avec vous. Avant de commencer avec l'animal du jour, je vais vous présenter un petit peu, vous dire un peu qu'est-ce que c'est Éducazou. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Éducazou, on est un refuge, donc un sanctuaire, en fait, pour les animaux domestiques et exotiques qui n'ont plus de maison. Donc, soit qu'on a trouvé à l'extérieur, qui ont été abandonnés ou que les gens ne pouvaient plus avoir à la maison pour des raisons quelconques. Donc, nous, on leur donne une maison pour la vie. Et afin de les stimuler, qu'est-ce qu'on fait? On les amène sur la route pour faire des animations de sensibilisation et d'éducation. Donc, des belles animations au niveau des fêtes, des garderies, des écoles. Et là, ben, comme vous savez, on est tous en confinement, nous y compris. Et malheureusement, ben, il n'y a plus d'animation qui se donne. Et c'est pourquoi on a décidé de faire des Facebook Live avec vous afin de vous divertir un petit peu là, à tous les jours et de vous permettre d'en apprendre un petit peu plus sur des animaux qu'on a moins l'habitude de côtoyer. Est-ce que vous êtes prêts à rencontrer le premier animal des capsules Facebook Live? Je prends ça pour un oui, un silence comme ça, donc je vous invite à vous diriger sur le côté avec moi. Donc le premier animal que je vous présente aujourd'hui, c'est notre beau Darwin, donc notre iguane vert. Darwin a une histoire qui est très très particulière. Donc comme je vous disais, c'est souvent des animaux qui ont été abandonnés, trouvés à l'extérieur ou quoi que ce soit. Donc notre iguane, en fait, Darwin a été trouvé dehors, donc ça fait presque 2 ans qu'on l'a. Et Darwin, son histoire est bien simple. On va enlever les branches, j'ai trop envie de grimper dedans. Son histoire est bien simple. En fait, il a été trouvé dans un stationnement à l'extérieur, donc à Saint-Hyacinthe. Un iguane grand comme ça dans un stationnement, on se dit, ça ne passe pas inaperçu. Et donc, des gens ont communiqué avec la SPA dans ce coin-là, qui l'a pris sous son aile pendant 1 mois. Malheureusement, il n'y a pas eu personne qui l'a réclamé, et comme les SPA ne sont pas équipés pour garder ce genre d'animaux-là, ben, ils nous ont appelés, nous, et c'est avec plaisir qu'on l'a recueilli chez Éducazou. C'est un iguane super gentil, il est vraiment adorable, il aime les câlins comme vous voyez, là, il se colle sur ma main pour que je le flatte davantage. Et un petit truc qui est particulier avec Darwin, mais comme il a été trouvé à l'extérieur, à un moment donné, on s'est rendu compte qu'il avait des vers intestinaux. Mais oui, il avait des parasites. Donc ça fait partie un petit peu de la game Éducazou. Les animaux n'arrivent pas toujours en pleine forme. Des fois, ça va arriver qu'on a des traitements à faire. Dans son cas, à lui, traitement antiparasitaire, évidemment, un peu comme avec les chats, les chiens. Et maintenant, il se porte à merveille. Il est magnifique. Il a de belles grosses joues. Donc, un iguane top shape. Donc, maintenant, si je vous parle un peu de l'iguane vert en tant qu'animal, donc c'est un animal qu'on retrouve en Amérique du Sud, en Floride, Hawaï, donc vraiment là où il fait très chaud. Parce que, bon, on le sait, les reptiles, les lézards, ce sont des animaux qui ont le sang froid, ce qui implique qu'ils ne peuvent pas se réchauffer tout seuls. Ils ont donc besoin du soleil pour se réchauffer. Quoi de mieux que de vivre en Floride ou à Hawaï pour avoir du soleil tout le temps, hein? Donc, c'est un bon endroit pour lui où vivre. Darwin, c'est un lézard qui, lui, en fait, c'est un mâle, et les mâles peuvent atteindre 6 pieds, alors que les femelles peuvent atteindre 4 pieds, donc les mâles sont vraiment beaucoup plus grands, et la queue est composée, en fait environ le 2/3 de leur corps, donc c'est vraiment un élément qui est très important pour eux, la queue. Si vous voulez vous approcher un petit peu, on pourrait parler de la physionomie, de l'anatomie, en fait, de l'iguane. Donc, si on regarde ici, dans le fond, au niveau du menton, il y a une espèce de petite peau ici qu'on appelle le fanon gulaire. À quoi ça sert le fanon gulaire? En fait, il est très proéminent chez les mâles. Pourquoi? Ça sert d'une part
à faire de la séduction auprès des femelles et d'autre part à intimider les prédateurs ou encore les autres mâles qui pourraient être des compétiteurs potentiels. Donc, qu'est-ce qu'il fait, l'iguane? Il ouvre son fanon angulaire et là, il fait de l'attitude comme ça, ou il fait de la séduction, on s'entend. Et c'est très positif, les femelles, quand il fait des belles danses de coups comme ça, elles trouvent ça très intéressant. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir sur son anatomie? Venez ici. Au niveau, ici, de la tête, on retrouve une espèce de trou, là. C'est ce qu'on appelle le troisième œil ou œil pinéal. Donc, c'est simplement un vestige, c'est-à-dire qu'il n'a plus de fonction actuellement parlant, mais on a des suppositions, des hypothèses, en fait, qui pourraient nous faire croire que ce troisième œil a un lien avec la distinction entre la clarté et la noirceur. Donc, c'est très commun, en fait, chez les lézards, quand on flatte l'œil pinéal, qu'ils vont se fermer les yeux. Ce qui nous porte à croire qu'effectivement, ça peut avoir un petit lien avec la clarté ou la noirceur. Autre chose qu'on peut voir au niveau de sa tête, ce sont les tympans qui lui permettent d'entendre. Attention toutefois, les iguanes n'ont pas une très bonne ouïe. Ils vont plutôt se fier à leur vue et également à leur langue pour se diriger. Donc, il n'est pas rare de voir un iguane sortir la langue et toucher le sol devant lui pour savoir par où il a envie de se diriger. Si on continue plus au niveau du dos, au niveau dorsal, toutes ces belles épines ici, en fait, elles sont très longues chez les mâles, beaucoup plus courtes chez les femelles. Donc encore là, c'est un attrait de séduction. C'est pour ça que chez les mâles, ouais, t'aimes ça Darwin, hein? C'est pour ça que chez les mâles, ça va être beaucoup plus long que chez les femelles. Et ça peut arriver parfois qu'ils vont en perdre des morceaux. C'est pourquoi, quand on a une iguane à la maison et qu'il est en processus de mue, ça peut être important de l'aider à enlever les petits bouts d'exuvie qui restent, donc de peau qui reste sur les piquants pour éviter qu'ils tombent. Autre chose qu'on regarde, venez par derrière, les pattes ici. Voyez-vous les belles grosses pattes avec des très longs doigts? Donc, le doigt ici, qu'est-ce qu'il nous signifie? Il nous signifie que c'est un lézard qui est arboricole. Donc, qu'est-ce que ça veut dire arboricole? Ça veut dire un lézard qui grimpe dans les arbres. Donc, cet orteil qui est très long ici va servir à enrouler les branches et donc à se stabiliser comme il se doit sur les arbres. Une chose que vous avez peut-être remarqué, je ne tiens pas Darwin dans mes mains, hein, parce que non seulement il a de très longs doigts, il est quand même très gros et très lourd, mais en plus il a des griffes. Et ces griffes-là sont faites pour s'agripper comme il se doit sur l'écorce des arbres. Donc, on s'entend que ça doit être des griffes qui sont très robustes et qui sont très pointues. Donc, si je le prenais dans mes mains, ben, il y aurait des possibilités que je termine avec les bras lacérés, pas parce qu'il est méchant, tout simplement parce qu'il doit bien se tenir comme il faut dans son environnement naturel et également sur nous, on s'entend. Maintenant, la fameuse queue dont je vous parlais tout à l'heure qui correspond à 2/3 de son corps. À quoi sert-elle? Cette queue sert à fouetter. Donc, lorsqu'il se sent en danger, qu'un animal s'approche trop près de lui, qu'il ne se sent pas bien, il va utiliser sa queue pour donner des coups. Et honnêtement, les écailles au niveau de la queue sont très robustes. C'est un peu comme si on se faisait frapper par quelque chose en plastique. Donc, vous le savez, ça fouette le plastique et tellement cette queue et ses écailles sont efficaces au niveau du coup de fouet qu'il fut un temps, quand il y avait des esclaves, les gens utilisaient la queue de l'iguane comme fouet pour se servir sur les esclaves. Donc, c'est vraiment très efficace. On s'entend, on fait plus ça maintenant, heureusement pour nous. Mais c'est un moyen qu'utilisent les iguanes entre eux et avec les prédateurs pour se défendre dans leur environnement. Vous remarquez également que la queue, elle a des cercles noirs, des cercles colorés, des cercles noirs, cercles colorés. Pourquoi? L'iguane, comme je vous ai dit tout à l'heure, est arboricole. Donc, il grimpe dans les arbres. Quand il est grimpé, sa queue, elle pendouille des branches. Donc, ça donne l'impression, en fait, que ici, c'est une branche, ici, ce sont des feuilles, une branche, des feuilles. Donc, ça lui permet de se camoufler adéquatement dans son environnement. Il n'est pas rare, en fait, de voir les iguanes qui sont perchées très haut dans les arbres. Et même quand vous allez en vacances,
puis que vous êtes en train de vous baigner ou que vous êtes près d'un cours d'eau et que vous entendez un gros... C'est fort possible que ce soit un iguane qui a pogné un flac sur la bédaine parce que c'est très efficace et beaucoup plus rapide pour eux de se lancer du haut des arbres dans les cours d'eau plutôt que de descendre l'arbre au complet et de marcher jusqu'à l'eau. Donc, c'est fort possible qu'éventuellement, un jour, vous entendiez ce bruit ou même peut-être l'avez-vous déjà entendu. Donc, qu'est-ce que ça mange un iguane? On pourrait penser peut-être que c'est un animal qui mange des insectes, qui pourrait manger de la viande. C'est vrai qu'il est quand même assez gros. En fait, Darwin ne mange ni l'un ni l'autre. Ce qui est très agréable, en fait, c'est que c'est un lézard qui est strictement herbivore. Donc, dans la nature, évidemment, il va se nourrir de feuilles. En captivité, qu'est-ce qu'on fait? On lui fait des bols de salade. Et là, pour votre plaisir personnel, on lui a confectionné un super bol de salade pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble l'alimentation de l'iguane. Donc, dans le bol, nous retrouvons des feuilles de salade, évidemment, des morceaux d'orange, de cantaloupe, des framboises. Et, bien important de faire porter une attention, en fait, à la façon comment elles sont coupées, toujours sous forme de feuillets. Pourquoi? Il mange des feuilles. Donc, lui, c'est la forme de nourriture qu'il apprécie avoir. Donc, Dada, est-ce que tu as envie de prendre un petit snack? Oh! Est-ce que ça semble intéressant? C'est une feuille. Je pense que Darwin a plutôt envie de dormir, mais c'est correct. On va lui laisser son petit bol de salade devant lui. Peut-être qu'il va se prendre une envie folle de manger quelque chose. Donc, une belle alimentation variée. Une chose qui est super importante lorsqu'on a un lézard à la maison, de toujours penser à lui fournir du calcium en supplément. Donc, c'est des petits pots avec de la poudre de calcium qu'on retrouve en fait dans les animaleries. Ça s'achète exprès justement pour les lézards. Pourquoi? Parce que les lézards ne sont pas capables de fabriquer leur calcium tout seuls. Et vous savez en quoi c'est important le calcium, hein? Ça sert à plein de choses dans notre corps, notamment à faire la formation des bons os. Donc, c'est la même chose pour eux. Sauf que si on ne lui donne pas de calcium dans sa nourriture, bien, il n'aura pas la possibilité d'en fabriquer, ce que nous, on peut faire. Roxane, on a une question de Ben Parent qui se demande, donc il se lance dans l'eau du haut des arbres comme le font les dragons d'eau? Oui, exactement, la même chose. En fait, souvent, les gens vont confondre iguane, dragon d'eau. En fait, c'est grosso modo la même chose, sauf que l'iguane vient beaucoup plus grand que le dragon d'eau qui reste petit. Une autre différence aussi entre les deux, c'est que le dragon d'eau est omnivore. Donc, lui, il va autant manger des insectes, de l'herbe, des fruits et légumes que des petits animaux, alors que l'iguane reste strictement herbivore. Donc, merci Ben pour la question. Donc, si on continue avec les informations sur mon petit Darwin, en fait, c'est un animal qui peut vivre une quinzaine d'années. Et quand on l'achète en animalerie, il est à peu près gros comme ça. Donc, très petit, les bébés iguanes. La seule chose qu'il faut toujours penser quand on considère acheter un iguane comme animal de compagnie, c'est qu'éventuellement, ça devient grand comme ça. Donc, même les femelles peuvent avoir une certaine taille, comme je vous disais tout à l'heure, le 4 pieds. Moi, je mesure 5 et 1. Fait qu'on considère que l'iguane femelle avec la queue est à peu près grande comme moi jusqu'à mon menton. Donc, c'est vraiment très grand. Et souvent, il faut même leur consacrer une pièce entière de la maison pour que ce soit adéquat. Une chose qui est importante de toujours retenir avec les iguanes, c'est que souvent les mâles sont très territoriaux. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'au niveau de la reproduction, le mâle, il va faire aller son fanon ongulaire pour séduire les femelles, mais il va aussi se livrer dans des combats avec les autres mâles. En captivité, malgré le fait qu'il n'y ait pas de femelles nécessairement à proximité, la période de reproduction peut faire en sorte que notre iguane mâle va être un petit peu plus agressif qu'à la normale. Donc, ça, c'est quelque chose à considérer parce que l'agressivité, elle augmente un petit peu, mais les iguanes, ce sont des animaux qui sont également très territoriaux. Donc, ils vont défendre leur territoire. S'ils considèrent, en fait, que vous êtes sur leur territoire et qu'ils n'apprécient pas ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Je vous l'ai dit tout à l'heure, ils peuvent se servir de leur queue pour nous fouetter.
Et ça fait très mal, en fait, la queue de l'iguane, comme je disais tout à l'heure. Ça pince, ça peut même déchiqueter la peau. Donc, pas très sympathique comme traitement, en fait, pour notre hôte, notre parent d'iguane. Donc, il semblerait qu'un ami se soit joint à moi pour la vidéo, hein, notre fameux Coco que tout le monde connaît. Est-ce que tu viens m'aider à parler de l'iguane vert? Hein? Je ne crois pas que Coco sera celui qui sera le plus bavard dans cette vidéo, mais tout de même, on a une autre question, Joanie? Oui, alors on a Nadia qui se demande est-ce que l'iguane mange aussi des pommes? Oui, en fait, on peut lui fournir à peu près n'importe quel type de fruits, de légumes. Une chose qu'il faut toujours garder en considération, c'est que dans la nature, ils ne se nourrissent que de feuilles. Donc, tout ce qui est très sucré, c'est toujours en petite quantité. Il faut limiter la chose. Et également, ça va toujours avec les goûts de chacun. Notre iguane ici est pas très difficile, mais si on parle de lui donner de la courgette ou du chou, ça passe pas au conseil. Il n'apprécie pas ça. Donc, si vous avez un iguane à la maison, que vous lui donnez des pommes et qu'il l'apprécie, pas de problème, on peut lui en donner tant que c'est avec parcimonie. Oui. On a une autre question de Lynn Dubé qui se demande est-ce qu'il y a déjà eu des naissances d'iguanes à Educazou? Non, en fait, on ne favorise pas la reproduction. Donc, chez Educazou, comme je disais tout à l'heure, notre mission, c'est vraiment d'offrir une famille à des animaux qui n'en ont plus. Donc, le but n'est pas de faire de la reproduction. Et je vous dirais que si on met un mâle qui est en période de reproduction avec une femelle, je vous disais tout à l'heure que ça devient super agressif, très territorial. Donc, ça serait très risqué, en fait, pour nous, au niveau de l'entretien, de l'animation, d'aller travailler avec eux parce qu'ils seraient dans une mauvaise phase, si on veut, au niveau de la reproduction, ils seraient dans une phase plus agressive. Donc, le but n'est vraiment pas de faire de la reproduction. Darwin, il est super gentil, puis on n'a pas envie non plus de briser ça. Donc, Darwin a décidé qu'il s'en allait. Bye, Darwin! On va aller chercher le Darwin. Donc, je vais me débarrasser de Coco. On va reprendre le dada. Veux-tu des câlins, mon gars? Ouais, tu veux des câlins. Donc, l'iguane, en fait, c'est un des rares reptiles, un des rares lézards avec lesquels on peut avoir une relation de confiance. Donc, comme vous pouvez voir en ce moment, je vous disais tout à l'heure, quand on touche au niveau de l'œil pinéal, souvent ils vont fermer les yeux et Darwin va toujours s'approcher sur le côté pour s'assurer que je le flatte au maximum. Donc, il change vraiment de côté parce qu'il apprécie avoir des caresses. Évidemment, c'est un gros travail qu'on doit faire avec l'animal pour qu'il nous fasse confiance à ce point-là. Ça n'a pas toujours été rose entre Darwin et moi, je vous avouerai. Mais c'est un travail qu'on fait chacun de notre côté. Moi, je prends le temps d'aller le voir. Lui, de plus en plus, il vient me voir et éventuellement, on a une belle relation comme ça qui fait qu'il me laisse le flatter et le prendre. Oui, une autre question. Alors, on a deux questions, à vrai dire. Une de Diane Asselin et une de Marie-Ève Vallière qui se demande est-ce que les bébés naissent dans des œufs et combien de petits ils peuvent avoir? Très bonne question. En fait, les reptiles sont majoritairement des animaux qui sont ovipares. Donc, effectivement, ils vont pondre des œufs et la femelle peut avoir entre 40 et 71 œufs. Une chose est certaine, tous ces bébés-là ne viendront pas nécessairement au monde et tous ces bébés-là, même ceux qui sont nés, ne viendront pas nécessairement à maturité. Pour quelle raison? En fait, c'est que les œufs peuvent être mangés par des animaux parce que souvent les reptiles, quand ils vont pondre leurs œufs, vont les laisser là et aller finir leur vie plus loin, puis laisser leur bébé s'arranger avec leurs troubles. Donc, les bébés qui vont éclore, en fait, souvent il va y avoir des prédateurs qui vont vouloir les manger, des serpents, les basiliques justement, qui sont d'autres sortes de lézards qui font partie de la même famille que les iguanes. Il peut y avoir aussi des petits mammifères qui sont carnivores. Donc, malheureusement, on n'aura pas à chaque ponte de 40 à 71 bébés. Une chose qui est très intéressante par rapport à la reproduction chez les iguanes, c'est qu'avec un seul accouplement, la femelle peut avoir plusieurs pontes. Donc, elle peut se reproduire une seule fois avec un mâle et elle a ce qu'on appelle une spermathèque qui lui permet de conserver le sperme de cette reproduction-là pour éventuellement faire des pontes subséquentes sans nécessairement re-rencontrer un mâle.
Donc, on va réessayer la petite salade. Peut-être que mon dada a envie de manger une fois qu'il est en hauteur comme ça, Darwin. Tu veux-tu manger? Moi non, il peut faire. Il peut faire. Bon, écoutez, pas de problème. On va continuer avec les autres informations qu'on peut donner sur l'iguane. Donc, l'iguane, en fait, est un animal qui est craint, en fait, par l'homme parce que dans la nature, souvent, comme je vous disais, sont agressifs, très territoriales, donc ils peuvent s'attaquer à l'être humain. Donc, ils sont victimes, en fait, de la chasse. Et une chose qui est très commune, en fait, que les humains ont fait sans que ce soit nécessairement quelque chose de beau, d'artistique ou quoi que ce soit, c'est d'empailler les animaux. Et l'iguane, en fait partie d'un commerce par rapport à la taxidermie. Donc, je vous ai amené un petit spécimen d'iguane empaillé. Là, vous allez remarquer que Darwin est beaucoup plus beau. Et l'iguane empaillé est très vieux aussi, ce qui fait qu'il y a eu un petit peu la vie dure au cours des années. Donc, voici, dans le fond, un iguane qui a été empaillé. Excuse-moi, Dada, je ne vais pas te le montrer trop proche. Hein? Il va penser que c'est quelqu'un qui voudrait lui voler sa douce. Donc, un iguane empaillé, donc ils vont vider à l'intérieur, ils vont le vendre comme objet d'art qu'on pourrait mettre dans son salon. C'est spécial, très spécial, mais c'est ce qui fait en sorte que les iguanes verts sont considérés sur une des 3 annexes de la CITES. La CITES, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est le commerce international des espèces de faune et de flore menacées d'extinction. Donc, grosso modo, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les animaux qui ont un statut, par exemple, en danger critique, disparus dans la nature, vulnérables, ces espèces-là vont être classées dans la CITES selon des annexes particuliers. Donc, le premier annexe, c'est pour les animaux qui sont actuellement en danger et qui pourraient disparaître. Le deuxième, c'est pour les animaux qui font objet d'une gestion spéciale et qui pourraient venir à disparaître à un certain moment. Et la troisième annexe, c'est pour les animaux, en fait, qui éventuellement pourraient disparaître si on ne fait pas attention. Donc, on parle un peu comme des quotas pour la chasse. Oui, Joanie. Oui, alors Nathalie Martel se demande, est-ce que ça mord? Est-ce que ça mord un iguane? Bien, en fait, oui. Un iguane peut mordre, comme tous les animaux qui ont des dents. Donc, nous aussi, on peut mordre, hein, on a des dents. La seule chose, c'est que l'animal, s'il n'a pas de raison de mordre, il ne va pas être porté à nous mordre. Et, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup d'autres possibilités, outre de mordre, que le lézard, l'iguane, va utiliser pour se défendre contre quelqu'un. Donc, prioritairement, il va utiliser sa queue, il va essayer de se sauver. Et si là, il n'a aucun choix, à ce moment-là, c'est vraiment au niveau de la morsure que ça va se passer, mais c'est loin d'être une priorité. Une autre question qui nous provient de Audrey. Est-ce que les piquants sur son dos piquent? Les piquants sur son dos sont tout mous, ça ne pique pas du tout. Donc, c'est vraiment une parure, en fait, qui sert à séduire les femelles. Donc, plus les piquants sont longs et colorés, plus c'est agréable pour une femelle à regarder et plus c'est un signe que c'est un animal qui sait bien se nourrir. C'est quoi le lien avec la nourriture et les piquants, en fait? C'est que je reviens à l'histoire de Darwin. Donc, je vous disais tout à l'heure que Darwin a été trouvé à l'extérieur. Quand on l'a reçu, il était tout vert. Les teintes orange qu'on voit sur sa queue, sur ses piquants, sur ses pattes, n'étaient pas là du tout. Pourquoi? Ça, c'est dû à une alimentation particulière. Donc, dans les fruits et les légumes qu'on peut lui donner, il y a des pigments, donc des pigments qui permettent de fournir la couleur, et le pigment de caroténoïde, donc ça ressemble un peu à carotte parce que c'est un pigment qui est rouge-orange. Ce pigment-là, à quoi il sert en fait? Il sert à aller donner la couleur à l'animal. Donc, plus il mange d'aliments en fait qui possèdent ce pigment-là de caroténoïde, plus l'iguane va avoir de belles couleurs comme ça. Donc, une bonne alimentation, de belles couleurs, tu es séduisant et on veut se reproduire. Christelle Laure demande, Émeric et Mélodie se demandent si les iguanes ont existé à l'ère des dinosaures. En fait, les iguanes sont des dérivés, si on veut, des descendants des dinosaures. Donc, ils ne vivaient pas en même temps qu'eux.
Les seuls reptiles qui ont côtoyé les dinosaures, en réalité, ce sont les crocodiles et les tortues. La troisième sorte de reptile qui a vu le jour après les dinosaures, ce serait les lézards. Donc, ce sont vraiment des descendants. On est parti d'une lignée de dinosaures et avec l'évolution, les divergences d'environnement et tout, on est arrivé à cette belle bestiole. Marie-Claude Daigle se demande, Jayden veut savoir, est-ce que les iguanes dorment plus le jour ou la nuit? Super bonne question. En fait, les iguanes sont beaucoup plus nocturnes. Donc, c'est vraiment plutôt dans la journée qu'ils vont procéder à la sieste. Donc, ils vont s'installer sur une branche en haut des arbres. Ils vont se reposer paisiblement. Et c'est la nuit qu'ils vont sortir. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la journée, il y a beaucoup de chaleur. Donc, oui, ce sont des animaux qui apprécient avoir de la chaleur, mais quand il fait trop chaud, c'est pas super cool pour eux non plus. Donc, ils préfèrent prendre ça relax quand il fait très chaud et c'est quand il fait plus frais au niveau de la soirée, de la nuit qu'ils vont sortir. Nathalie Martel se demande, est-ce que les femelles iguanes ont des piquants sur le dos? Les femelles iguanes vont aussi avoir des piquants sur le dos, sauf qu'ils vont rester beaucoup plus petits, parce que c'est une parure qui est vraiment plus au niveau du mâle. Donc, au niveau du mâle, les piquants peuvent atteindre un 8 cm de long, alors que chez les femelles, c'est plus petit. Je vais juste prendre une gorgée d'eau. Et pendant que tu prends ta gorgée d'eau, Lisette Leblanc se demande combien d'années peut vivre un iguane? Donc, les iguanes peuvent vivre environ une quinzaine d'années. Donc, c'est vraiment un contrat à très, très long terme. Évidemment, pour avoir cette taille-là, ça prend quand même plusieurs années. Hein, on ne l'atteint pas en 2-3 ans. Sauf que quand il atteint cette taille-là, il ne rapetisse plus. Hein, donc, il reste très grand pendant encore plusieurs années. Donc, c'est vraiment un gros contrat et des grosses installations qu'il faut pour son bien-être à lui. D'ailleurs, dans ces installations-là, qu'est-ce qu'on retrouve? On a dit c'est un lézard arboricole. Donc, qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Des branches, des grandes branches pour qu'il puisse grimper dessus. Également, une chose super importante, comme il ne sera pas nécessairement exposé au soleil, on doit lui mettre quelque chose qui lui procure de la chaleur. Lumière chauffante ou plaque chauffante. Une chose importante par rapport aux plaques chauffantes, de toujours les mettre en dessous d'une vitre pour éviter qu'ils se collent directement sur la plaque. De cette façon-là, on évite qu'il y ait des brûlures, parce que ça, bien évidemment, c'est quelque chose qui est possible. C'est comme si on se collait la bedaine sur le four, c'est sûr que ça brûle. C'est la même chose pour l'iguane. Donc, en mettant une plaque chauffante avec une vitre par-dessus, on peut aller chercher la chaleur dont il a besoin, et de cette façon-là, il ne se brûle pas. Autre élément qu'on met dans sa maison, une grosse bassine hein, pour qu'il puisse se baigner comme il faut. Je l'ai dit tout à l'heure, les iguanes, ça adore se baigner, ce sont d'excellents nageurs. Donc, le fait d'avoir une petite bassine, dépendamment de la taille, on s'entend. Donc, une bassine dans laquelle ils peuvent s'immerger et se baigner, c'est toujours super agréable. Et une chose qui est spéciale avec les lézards, souvent, ils vont faire leurs besoins dans l'eau. Donc ça, c'est vraiment cool parce qu'on lave un petit peu moins souvent la cage, une fois par semaine, c'est suffisant. Et on ne fait que changer le bol d'eau pour qu'ils puissent y refaire ses excréments. Fait que dans le fond, ils ne sont pas tellement différents de nous, les iguanes. Eux autres aussi, ils font leurs besoins dans de l'eau potable. Dit de même, c'est un peu bizarre, mais voilà. Une chose à laquelle il faut toujours penser aussi au niveau des soins qu'on peut apporter à l'iguane. Donc, on a dit toujours lui fournir un habitat dans lequel il peut trouver de la chaleur, dans lequel il peut trouver de l'eau. Lorsqu'il vient à muer, donc eux, pour grandir, ils vont muer, ils vont changer leurs écailles, un peu comme quand on arrête de porter un chandail qui est trop petit, on en met des plus grands, bien eux, c'est la même chose avec leurs écailles qu'ils vont faire. Et lors de la mue, je le disais tout à l'heure, toutes les écailles vont se changer, donc même celles au niveau des piquants. Donc, au niveau des piquants, c'est vraiment important d'aller s'installer avec l'iguane et de s'assurer de lui enlever les bouts d'exuvie qui seraient restés sur les piquants pour éviter qu'ils ne tombent. Pourquoi ils tomberaient, en fait? C'est que si on a plusieurs couches de peau, une par-dessus l'autre sur un même piquant, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça va faire une strangulation. Donc, qu'est-ce que c'est? Ça va venir serrer à la base ici du piquant. Et là, à un moment donné, bien, le sang ne circule plus. Donc, il n'y a plus de sang qui se rend dans le piquant. Et le piquant, il meurt
et ils tombent. Donc là, vous allez me dire, dans la nature, il n'y a personne pour les aider à enlever les piquants. Mais écoutez, vous avez tout à fait raison. Dans la nature, les iguanes, souvent, sont beaucoup moins beaux. Hein, ils sont un peu amochés par la vie. Donc, en captivité, ils ont cette chance-là d'avoir un petit humain qui les débarrasse de leur vieille peau. Oui. Esteban se demande, est-ce que les iguanes vivent en groupe? C'est une très bonne question. Souvent, comme je disais tout à l'heure, l'iguane est très territoriale. Donc, le mâle va vivre entouré sur son territoire d'une horde de femelles, mais aucunement de chance qu'il y ait deux mâles ensemble, sauf en période de reproduction. Et qu'est-ce qui se passe avec ces deux mâles-là? C'est pas des amis, non. Ils vont se chicaner et se battre jusqu'à ce que le mâle le plus dominant possède la horde et puisse se reproduire avec les femelles. Donc, le mâle, on pourrait le considérer comme étant solitaire parce qu'il ne tolère pas d'avoir d'autres mâles autour de lui. Donc, au niveau des soins, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre à part enlever les petites peaux mortes sur les piquants de l'iguane? Eh bien, les griffes. Je vous disais tout à l'heure que c'est vraiment très important de faire attention quand on prend un iguane parce que ces griffes sont faites pour grimper et s'agripper sur l'écorce des arbres. Mais une chose est importante également, de couper les griffes. Un peu comme on le fait avec un chat ou un chien. Donc, on a des petits coupe-ongles qui se vendent pour les plus petits animaux et on vient couper le bout pour éviter, dans le fond, qu'ils nous graffignent tous les bras. Et également parce que les griffes vont pousser. Hein, c'est comme nous, ça pousse tout le temps, comme les ongles. Sauf qu'en captivité, ils vont beaucoup moins grimper sur les arbres, ils vont moins éroder leurs griffes sur, par exemple, des roches ou des surfaces qui sont dures, ça va moins les limer. Donc, il y a un risque que la griffe pousse et qu'elle pousse éventuellement croche au point où il peut se blesser ou encore la perdre totalement. Donc, la taille des griffes, c'est super important. Parfait! Donc, est-ce qu'on termine ça ici? Super! Donc, en fait, j'ai oublié l'accessoire pour demain. Donc, Joanie est partie me chercher un accessoire pour vous donner un petit tease par rapport à l'animal qu'on va vous présenter demain. Donc, j'espère que vous avez apprécié le temps qu'on a passé ensemble. Donc, à tous les jours, 14h, on va être là avec de nouveaux animaux à vous présenter. Et si vous avez des questions, même après la tenue de l'animation, pas de problème, posez-les. On va se faire un plaisir de vous répondre en fait et de vous lire en commentaire après la publication du vidéo. Et maintenant, je vous laisse sur un petit tease pour l'animal de demain. Donc, qu'est-ce que ce sera? À voir. Donc, c'est un rendez-vous demain, 14h. Bye!